Rayez son nom. Ce n'est qu'un gratte-papier de bas étage. Ne laissez pas sa présence pathétique entacher l'uniforme de son frère aujourd'hui. Cette voix ne provenait pas d'un officier ennemi, en train de me torturer. Elle venait du colonel Daniel Reed, mon père biologique. Il se tenait à moins de 10 pas de moi. Pas l'ombre d'une hésitation, aucun remords, juste un sourire en coin, froid et cruel. De sa propre main, il venait de rayer mon nom de la liste de sécurité, bloquant sa propre fille à l'entrée même de sa cérémonie de retraite, tout cela pour laisser le champ libre afin d'honorer son fils chéri. Pendant 15 ans, j'ai saigné dans l'ombre, pour protéger l'empire de cette famille. Et en retour, j'ai droit à un revers de main vicieux, comme on chasse un chien errant. Mais avant de vous expliquer pourquoi, sachez que cette nuit-là fut la seule de leur vie où ils m'ont vraiment vu, et où ils ont compris le prix brutal qu'ils devaient payer. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et restez avec moi. Car ce qui se produit quand 500 Navy Seals d'élite font leur entrée, personne dans ma famille ne l'avait vu venir. Le vent amer et salé de l'Atlantique fouettait la base navale de Norfolk, transportant avec lui la lourde odeur de gazole des chantiers navals. Le froid m'irradiait le visage, mais je ne tremblais pas. Je me tenais du mauvais côté des barricades de sécurité en acier. Un jeune quartier-maître de 2e classe se tenait devant moi, serrant fermement un lourd porte-bloc. Il balançait son poids, de sa botte gauche à sa botte droite. Une goutte de sueur coula dans son cou, malgré la température glaciale. Il baissa les yeux sur la liste des invités, puis regarda au-delà de la barricade, vers le grand hall de la salle de réception. Le colonel Daniel Reed se tenait à l'intérieur, le torse bombé, ses médailles militaires accrochant l'éclat des lustres en cristal. La radio tactique, attachée au gilet du garde, crépita à cause des interférences. La voix de mon père coupa court au bruit, forte et sans appel. J'ai dit, rayez-la. Refusez-lui l'entrée. Les grésillements sifflèrent, puis s'éteignirent. Le jeune garde déglutit difficilement. Il me regarda avec une pitié profonde, indéniable. C'était là la pire des choses. Un parfait inconnu, un gamin à peine sorti du camp d'entraînement, avait de la peine pour moi, tandis que l'homme qui m'avait donné son nom de famille, me traitait comme la boue sous sa chaussure. J'ai regardé par-dessus l'épaule du garde, vers le hall bondé. La pièce était remplie de hauts gradés. Des hommes et des femmes avec qui j'avais grandi. Le lieutenant-colonel Vance, qui avait l'habitude de boire du bourbon dans notre salon, à Thanksgiving. Le major Higgins, qui mangeait le rôti de ma mère, chaque dimanche. Ils m'ont vu, debout ici, dans ce froid mordant. Et chacun d'entre eux a détourné le regard. Ils ont soudainement étudié le sol en marbre. Ils ont trouvé leur flûte à champagne incroyablement intéressante. Des lâches. À côté de mon père se tenait Michael, mon frère aîné. Il leva la main avec désinvolture, balayant un grain de poussière sur le revers de son costume de créateur sur mesure. Un demi-sourire lent et écœurant s'étala sur son visage. Il s'en délectait. Le monopole de l'attention. La scène était enfin, et totalement, à lui. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas martelé la barrière métallique de mes poings, pour exiger d'être laissé entrer. J'ai fermé les yeux, pendant une fraction de seconde. Inspiration. 1, 2, 3, 4. Rétention. 1, 2, 3, 4. Expiration. Respiration tactique. Mes poumons se sont dilatés contre l'air froid de Virginie, forçant mon rythme cardiaque à ralentir. J'ai ouvert les yeux, et j'ai regardé la scène qui se déroulait devant moi. Je ne la regardais pas comme une fille rejetée. Je la regardais comme un agent opérationnel, évaluant un périmètre hostile. Ma main droite était enfouie profondément, dans la poche de mon trench coat civil bon marché. Mes doigts se sont recroquevillés autour de la sangle en toile, épaisse et lourde, de la housse à vêtements que j'avais cachée sous le manteau. Je l'ai serré. J'ai pressé la toile jusqu'à ce que les articulations de mes phalanges craquent, produisant un bruit sec, affreux et cassant. Il a été masqué par le hurlement lointain et aigu, d'une voiture de police filant sur l'autoroute. Il n'y a eu aucune larme, pas une seule goutte. Cette trahison était une balle à pointe creuse, tirée à bout portant. Certes. Mais j'avais cessé d'attendre leur amour, depuis bien longtemps. Je portais un gilet pare-balles sur la poitrine. De l'autre côté de la barrière, Michael a décidé de remuer le couteau dans la plaie. Il s'est éloigné de mon père, et a marché lentement vers la corde de velours, juste à l'intérieur de la grille en acier. Il a baissé la main,
faisant semblant de ramasser un mégot de cigarette écrasé sur le béton. Il s'est approché suffisamment près, pour que la lourde et étouffante puanteur de son eau de Cologne me prenne à la gorge. Du Tom Ford, 250 € la bouteille. Il l'avait acheté avec l'argent exact qu'il m'avait supplié de lui virer le mois dernier, soi-disant parce qu'il n'arrivait pas à payer son loyer. Il a gardé la tête baissée, refusant de croiser mon regard, marmonnant dans sa barbe juste assez fort, pour que je puisse saisir ses mots par-dessus les hurlements du vent. « Rentre chez toi, Julia », a-t-il chuchoté. « Ne rends pas les choses pathétiques. Tu n'as pas ta place dans une pièce remplie de héros. Ce soir, c'est mon moment. » J'ai baissé les yeux vers ses mains posées près du sol, douces, manucurées, immaculées. Puis, j'ai senti la peau rugueuse, épaisse et calleuse de mes propres paumes, marquée à vie par les descentes en corde lisse depuis des hélicoptères Black Hawk, au beau milieu de la nuit. Un parasite, debout derrière une clôture, faisant la morale à un fantôme, sur ce qu'il faut pour être un héros. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas justifié mon existence face à un lâche. Je l'ai simplement dévisagé. Mes yeux étaient complètement morts, dénués de toute chaleur, dépourvus du moindre lien familial. Michael a levé les yeux, croisant mon regard. Le sourire arrogant sur son visage a tressailli. Il s'est figé. Il a vu, dans mes yeux, quelque chose qui l'a terrifié, même si son cerveau de la taille d'une cacahuète ne pouvait pas assimiler ce dont il s'agissait. J'ai maintenu le silence, jusqu'à ce qu'il fasse physiquement un demi-pas maladroit en arrière. Puis, j'ai pivoté. J'ai tourné le dos à la grille, au flash des appareils photo, au haut gradé, et à cette famille biologique, qui venait d'effacer mon existence. J'ai fait un pas vers le parking sombre et vide. Le talon dur de mes chaussures a frappé l'asphalte. Clac. Un son aigu, lourd, et rythmé. Clac. Clac. Je ne m'enfuyais pas. Je ne fuyais pas dans la nuit, pour aller pleurer dans ma voiture. J'étais un commandant, exécutant une retraite tactique, afin de sécuriser une position d'artillerie en hauteur. Il pensait venir de gagner la guerre, en m'enfermant dehors dans le froid. Il n'avait aucune idée que le champ de bataille venait tout juste de se déplacer. Clac, clac. Le bruit de mes talons frappant l'asphalte résonnait dans la froide nuit de Virginie. Mais, dans mon esprit, ce son s'est transformé. Il s'est assourdi. Il est devenu le bruit lourd et creux d'une botte militaire réglementaire, frappant un parquet en bois dur. Il y a 10 ans, la maison de Norfolk. Je me tenais dans la salle à manger. L'air sentait l'ail brûlé, et le produit d'entretien au citron. J'ai posé un épais document de couleur crème, sur la table en chêne. C'était mon habilitation cryptologique top secrète, délivrée par le Pentagone. Ce n'était pas juste un bout de papier. C'était un passe-partout, une véritable autorisation de traiter des renseignements classifiés, qui permettait à des milliers de soldats américains de rester en vie, dans les coins les plus sordides de la planète. Mon père l'a fixé pendant exactement un dixième de seconde. Puis, la porte d'entrée s'est ouverte à la volée, faisant trembler les charnières en laiton. Michael s'est pavané dans la maison. Il empestait la bière éventée, le déodorant bon marché, et la confiance injustifiée. Il tenait un trophée de football en plastique, provenant d'une ligue amateur locale. La fausse peinture dorée s'écaillait déjà, sur le socle en plastique bon marché. Mon père a bondi de sa chaise. Il ne m'a pas adressé un seul mot. Son avant-bras, épais et charnu, a balayé la table avec désinvolture. Mon habilitation du Pentagone a volté par-dessus le bord, et a atterri sur le sol. Il n'a même pas baissé les yeux. Il s'est avancé, sa lourde botte de combat se plantant carrément sur le seau doré de mon habilitation, l'écrasant contre le parquet. Il a tendu le bras, a attrapé le trophée en plastique de Michael, et l'a claqué en plein centre de la table à manger. Les ronds de cuir n'écrivent pas l'histoire, a aboyé mon père, sa voix résonnant dans toute la maison. Il a tapé dans le dos de Michael, une tape lourde et fière. Il s'est dirigé vers le meuble à alcool, et leur a versé à tous les deux un verre de scotch pur. Ils ont trinqué. Ils ont porté un toast, à une fausse grandeur. Ils ont commodément oublié, qui gardait réellement un toit au-dessus de leur tête. 3 mois plus tôt, la banque avait envoyé le dernier avis de saisie. La façade brillante de la classe moyenne supérieure de la famille Reed était à quelques semaines de voler en éclats. Je l'ai sauvé. Pas avec un trophée en plastique, ni avec un bon bras de lanceur. Je l'ai sauvé avec ma prime de risque.
J'ai viré chaque centime de la solde de combat que j'ai gagné, lors de mes déploiements sur des sites noirs, directement sur le compte courant de mon père. Je me suis assise dans des bunkers de sable renforcés, sous une chaleur de plus de 40 degrés. J'ai mâché un ragoût de bœuf froid et sec de rations de combat, qui avait le goût de carton salé, broyant le sable fin du désert entre mes dents, juste pour qu'il puisse garder la maison, juste pour que mon père puisse continuer à jouer le rôle du patriarche à succès. Et que Michael puisse continuer à conduire un pick-up en location, qu'il n'avait pas les moyens de se payer. J'ai regardé au-delà de la table en chêne, droit vers la cuisine. Ma mère se tenait près de l'îlot en granit. Elle avait une vue parfaitement dégagée, sur la salle à manger. Elle a vu la botte de mon père, écraser mon habilitation dans la saleté. Elle m'a vu debout là, complètement invisible, dans ma propre maison. Elle n'a pas dit un mot. Elle n'est pas intervenue. Elle m'a simplement tourné le dos, a agrippé la poignée du robinet en acier inoxydable avec des jointures blanches, et a ouvert l'eau chaude à fond. De la vapeur s'est élevée de l'évier, embuant la vitre devant elle. Le jet d'eau fort et agressif a frappé la cuve en aluminium. Elle s'en est servie pour noyer le son des rires de mon père et de mon frère. Elle s'en est servie pour noyer sa propre lâcheté. C'était ça, le vrai poison dans cette maison, cette complicité silencieuse. Aucun d'entre eux ne voulait me reconnaître, car s'ils admettaient que c'était moi qui maintenais les fondations, ils seraient forcés de se regarder dans le miroir. Ils devraient admettre que leur garçon en or n'était qu'une coquille vide et creuse, et qu'ils étaient entièrement dépendants de cette fille qu'ils méprisaient. Je me suis lentement accroupi. J'ai tendu la main, et j'ai retiré le papier froissé de sous le talon de mon père. L'épais papier crème était ruiné. L'empreinte sombre et sale, d'une semelle de bottes Vibram, était définitivement estampillée, pile sur mon nom imprimé. J'ai passé mon pouce nu sur la saleté graveleuse, laissée par sa chaussure. Je n'ai pas pleuré. Mon pouls ne s'est même pas accéléré. Au lieu de cela, quelque chose, au plus profond de ma poitrine, s'est tout simplement éteint. Une lourde porte en acier a claqué, verrouillant le pêne dormant. J'ai réalisé à ce moment précis, au milieu de cette salle à manger, qu'il ne me voulait pas vivante. Il ne voulait pas d'une fille. Il voulait juste mon argent, et mon ombre. Ils avaient besoin de moi dans l'obscurité, pour que Michael puisse se tenir dans la lumière. Si vous avez déjà été l'enfant invisible de votre famille, celui qui portait le lourd fardeau, pendant que quelqu'un d'autre recevait toutes les louanges et la gloire, tapez le survivant dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous, parce que vous savez exactement, à quel point cette prise de conscience est véritablement glaciale. J'ai lissé le papier ruiné contre ma cuisse. Je l'ai plié parfaitement en deux, marquant le pli net avec l'ongle de mon pouce, et je l'ai fourré au fond de la poche de mon manteau. Cette nuit-là, j'ai cessé d'essayer de gagner une place à leur table. J'ai franchi la porte d'entrée, et je suis retourné dans l'obscurité. Je suis retourné au seul endroit, où ma valeur se mesurait en sang et en survie, et non en plastique bon marché et en illusion. J'avais une guerre à mener. Mais le véritable ennemi ne se cachait pas seulement dans un désert, à l'étranger. Le véritable ennemi était assis dans mon salon, siphonnant mon compte en banque, pendant que je saignais. Et 2 ans plus tard, enfermé dans une salle de renseignement glaciale, ce même parasite allait forcer sa chance une dernière fois, m'obligeant à choisir entre son ardoise de bar, et la vie de 12 hommes américains. Il y a 2 ans, opération Écho silencieux, dans le CIF, le centre de traitement d'informations sensibles et compartimentées. Pas de fenêtres, pas de lumière naturelle, juste de lourdes portes en acier, et une climatisation industrielle soufflant en permanence à 10 degrés Celsius, pour empêcher les baies de serveur de fondre. Ma peau était de la pure glace, mais des sueurs froides trempaient le lourd col en coton de mon uniforme. Sur l'écran radar principal, 12 points verts clignotaient de façon erratique, une équipe de Navy Seals. Ils étaient coincés, dans une vallée profonde et hostile. Leur ligne de communication était complètement morte. Une unité d'artillerie lourde ennemie, verrouillait ses tirs sur leurs coordonnées cartographiques exactes. 90 secondes. C'était la fenêtre de tir exacte dont je disposais, pour contourner manuellement un pare-feu militaire à 3 niveaux, pirater un satellite espion en orbite basse, et transmettre les coordonnées de ciblage, à un destroyer en mer. Si j'échouais, ces 12 hommes seraient vaporisés dans la poussière. Mes doigts martelaient le lourd clavier mécanique. Clac, clac, clac. Un rythme brutal, assourdissant et désespéré. Mon cœur martelait mes côtes, comme un véritable coup de poing. La tension artérielle dans le rouge.
Une pression vive et violente a monté en flèche juste derrière mes yeux. J'ai senti une soudaine humidité chaude glisser sur ma lèvre supérieure. Du sang. Une lourde goutte cramoisie est tombée. Elle a frappé la barre d'espace. Puis une autre goutte s'est écrasée contre le bord en plastique du bureau. Je ne me suis pas arrêté pour l'essuyer. Je n'ai même pas cligné des yeux. 80 secondes. J'extrayais la latitude et la longitude brute à travers un mur de parasites cryptés. Ping. Une fenêtre de notification a surgi dans le coin supérieur droit de mon deuxième moniteur. Un SMS. Il s'était glissé, en plein dans le canal de relais d'urgence familiale. C'était Michael. Envoie-moi 500 balles. Les gars m'attendent au bar des sports. De toute façon, tu passes la journée assise à un bureau. Moi, je me défonce à faire des exercices. J'ai besoin de me détendre. J'ai fixé ces lettres noires sur l'écran d'un blanc éclatant. Le goût épais, vif et cuivré du sang s'accumulait au fond de ma gorge. Je l'ai ravalé avec difficulté. Ça avait le goût de la rouille et de l'échec. 12 hommes américains étaient actuellement en train de saigner dans le sable du désert, attendant qu'un fantôme, dans une pièce glaciale, leur sauve la vie. Et mon frère biologique se tenait dans un pub local au sol collant, agacé de ne pas pouvoir offrir une tournée de bière pression bon marché, pour impressionner ses potes d'entrepôt. D'un côté, on exigeait mon sang. De l'autre, on exigeait mon argent. J'ai tendu le bras, et j'ai appuyé sur le bouton de blocage du canal de relais. J'ai supprimé le message. Mes mains sont retournées sur le clavier, générant laborieusement les dernières clés de cryptage. Ma vision a commencé à se brouiller sur les bords. Je me suis forcé à écarquiller les yeux. 85 secondes. 86-87. J'ai frappé la touche entrée avec le talon de ma main. Seconde 88. Les coordonnées sont passées par la liaison satellite. Un quadrillage massif et superposé, de tirs de l'artillerie navale des États-Unis, s'est activé sur la carte tactique. Le radar s'est illuminé en rouge vif. Un mur de feu a balayé la position ennemie, à exactement 50 mètres du groupe de points verts. L'onde de choc a été enregistrée sur les capteurs du satellite. L'écran a affiché une seule ligne de texte. Cible neutralisée. Les 12 points verts ont recommencé à bouger. Ils allaient rentrer chez eux, retrouver leurs femmes et leurs enfants. Mes mains ont glissé du clavier. Je me suis effondré en avant, ma poitrine heurtant le bord dur du bureau métallique. Mes poumons me brûlaient, comme si je venais d'inhaler du verre brisé. L'adrénaline est retombée, laissant une douleur sourde et atroce, au creux de ma poitrine. J'ai essuyé ma bouche, du revers de la main. Elle en est ressortie maculée d'un sang épais, rouge sombre. J'étais complètement vidé. Cet après-midi-là exactement, le journal local de Virginie a publié une photo en couleur de Michael. Il se tenait sur une scène en bois, avec un large sourire, recevant une mention élogieuse, pour l'excellence exceptionnelle de sa logistique d'entrepôt. Il avait réussi à garder la trace de quelques palettes en bois, remplies de bottes de combat. Il avait approuvé quelques caisses d'expédition. Ils l'ont traité comme s'il venait de prendre d'assaut une plage, sous un feu nourri de mitrailleuses. Mon père lui a acheté une Rolex en or bicolore, pour célébrer son exploit colossal. Mon téléphone a vibré sur le plateau en métal, à côté de mon lit. J'étais allongé, seul, dans une unité médicale militaire stérile. Une aiguille de perfusion était plantée dans le creux de mon bras, pour stabiliser ma tension artérielle en chute libre. J'ai ouvert la discussion de groupe familial. Une photo s'est chargée, sur l'écran fissuré de mon téléphone. Michael, levant le poignet, exhibant la montre en or étincelante, devant son pick-up en location. Le travail acharné paie. Disait la légende. J'ai fixé l'écran. J'ai goûté le sang séché, qui s'écaillait sur ma lèvre fendillée. Ils m'ont vidé de mon énergie vitale dans l'obscurité, juste pour pouvoir le recouvrir d'un faux or à la lumière du jour. C'était un escroc de la pire espèce, un parasite pathétique portant un uniforme qu'il ne respectait pas, prétendant être un héros sur le dos de vrais soldats. J'ai verrouillé l'écran du téléphone. J'ai laissé tomber l'appareil dans le bac en plastique, à côté du lit d'hôpital. J'ai fixé les dalles blanches et vides du plafond. J'étais entièrement seul au monde. Les liens du sang ne signifiaient absolument rien, jusqu'à ce que la lourde porte en acier de l'unité médicale ne s'ouvre soudainement dans un clic. Je n'ai pas eu droit à un défilé,
lors de ma rotation de retour aux États-Unis. Pas de fanfare jouant sur le tarmac. Pas de ruban jaune attaché autour des chaînes, dans mon jardin. Je suis entré dans mon bureau à Fort Meade, ma vision encore un peu floue à cause des médicaments pour la tension, qu'on m'avait pompés dans les veines à la clinique. La pièce était stérile, d'un silence de mort, et sentait l'ozone et la cire industrielle pour sol. Mais, posé en plein centre de mon bureau métallique et froid, il y avait un bout de papier. Ce n'était pas du papier d'imprimante réglementaire standard. C'était une épaisse feuille verte, arrachée d'un carnet tactique gris in the Rhin. Les bords étaient déchiquetés. La surface cireuse était maculée d'une poussière de désert fine et graveleuse, ainsi que de taches sombres, couleur rouille. Du sang séché. Du sang humain. Je l'ai ramassé. La texture était rugueuse, sous le bout de mes doigts calleux. Écrit au centre, avec un marqueur noir épais et lourd, il y avait un message. L'écriture était agressive, carrée, tracée par une main plus habituée à empoigner un fusil qu'un stylo. Nous sommes en vie pour rentrer chez nous, et prendre nos filles dans nos bras grâce à toi. Les cils n'oublient jamais une vie sauvée. Je savais exactement qui l'avait écrit. Le premier maître Miller, un opérateur de niveau 1. Une machine de guerre ambulante, avec un visage fait de tissu cicatriciel, et une voix de concasseur de gravier. Les hommes avec des étoiles d'argent sur le col devenaient nerveux, quand Miller entrait dans une pièce. Il se moquait des grades. Il se souciait de la survie. Il avait contourné 3 postes de contrôle de sécurité lourdement armés, ignorant complètement le protocole du bâtiment, juste pour déposer ce bout de papier sur mon bureau. Il voulait que je le voie, à la seconde même où je passerais la porte. Pour mon père et Michael, je n'étais qu'une femme qui brassait de la paperasse. Un gratte-papier de bas étage, bonne à payer l'hypothèque, quand la banque commençait à appeler. Mais pour le premier maître Miller, pour ces 12 opérateurs d'élite qui venaient de sortir de la vallée de la mort, j'étais la main invisible de Dieu. J'étais l'ange gardien, qui les avait sortis du hachoir à viande. C'est à ce moment précis, que j'ai compris ce qu'était la vraie fraternité d'armes. Elle ne se forge pas dans un salon de banlieue, autour d'un rôti du dimanche. Elle ne s'hérite pas par l'ADN. Elle se forge dans la poussière. Elle se forge dans la certitude absolue et indiscutable, que la personne à côté de vous saignera, pour que vous n'ayez pas à le faire. Cette loyauté d'acier, pure et inflexible, a réduit en poussière la lignée corrompue de la famille Reed. J'ai conduit jusqu'à Norfolk, la nuit même. J'ai franchi la porte d'entrée, de la maison de mes parents. Il faisait complètement noir. Ils étaient sortis à un dîner de club de soutien local, probablement en train d'offrir à Michael un steak hors de prix. J'ai monté les escaliers moquettés, mes bottes ne faisant aucun bruit. J'ai tourné le bouton en laiton, de ma chambre d'enfant. Je me suis figé sur le pas de la porte. Mon lit n'était plus là. Mon étagère en bois, le bureau en chêne où j'avais passé des centaines d'heures à réviser pour mes examens de renseignement. Tout cela avait été entièrement vidé. À la place, trônait une énorme cage à squat en acier hors de prix, une longue rangée de lourds haltères en fer reposant sur un support sur mesure, et un banc de musculation en cuir. Le parquet en bois dur était recouvert de tapis en caoutchouc noir emboîtable. La pièce empestait le caoutchouc industriel bon marché, et la poudre de protéines à la vanille de Michael. Mon père avait éviscéré toute mon existence physique dans cette maison, pour construire une salle de sport à domicile, pour un type qui déplaçait des boîtes en carton pour gagner sa vie. Il n'avait même pas eu la décence d'emballer mes affaires dans des cartons. Il m'avait juste jeté à la poubelle. Il ne s'était pas contenté de m'ignorer. Il m'avait effacé. Je suis resté planté sur le seuil, de cette pièce vide tapissée de caoutchouc. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas effondré en larmes. J'ai glissé ma main droite, au fond de la poche de ma veste. Mes doigts rugueux ont effleuré la page pliée et tachée de sang, du carnet tactique. Ma famille biologique avait effacé mon nom, de cette maison. Mais une équipe de tueurs, à l'autre bout du monde, avait gravé mon nom directement dans leur âme. Le souvenir s'est estompé, me ramenant brutalement à la réalité, sur l'asphalte glacial du parking de Norfolk. Le temps présent, la cérémonie de départ à la retraite. Je me suis éloigné de la barricade de sécurité, et me suis enfoncé dans les rangées de voitures garées. Je me suis arrêté, et j'ai appuyé mon dos contre la calandre froide et dure d'un Jeep Wrangler noir. J'ai croisé les bras, rentrant mes mains dans mon manteau pour bloquer le vent. L'humiliation a essayé de remonter dans ma gorge.
la morsure aiguë d'être enfermé dehors dans le froid, alors que mon père trinquait au champagne avec mon frère, à l'intérieur de cette salle de réception chaude et lumineuse. Il s'attendait à ce que je me brise. Il s'attendait à ce que la fille invisible craque enfin, monte dans sa berline, et s'éloigne en pleurs. J'ai plongé la main dans la poche profonde de mon trench coat. Mes doigts n'ont pas trouvé de morceaux de papier froissé, cette fois-ci. Ils se sont refermés sur le boîtier épais et lourd, d'un téléphone satellite crypté du JSOC. Le plastique était glacial. Son poids, dans la paume de ma main, était une certitude absolue. Je n'étais plus cette fille faible et désespérée, fixant une chambre vide. Je n'étais pas le distributeur automatique de la famille. J'ai passé mon pouce sur le bouton de transmission sécurisé. Je tenais tout un empire souterrain, dans ma poche. Je commandais des ressources dont mon père ne pourrait même pas lire le nom, dans un dossier lourdement censuré. J'ai sorti le téléphone. Le petit écran vert a illuminé mon visage, dans le parking obscur. Il a commencé à vibrer. Mon pouce a plané au-dessus du lourd bouton en caoutchouc, du téléphone satellite. L'écran projetait une lueur vert pâle, sur le tissu sombre de mon manteau. Avant que je ne puisse appuyer dessus, une rafale soudaine et violente de vent marin s'est engouffrée dans le parking, transportant l'odeur âcre de sel et de carburant diesel. Elle a accroché le bord d'un épais porte-bloc en plastique, posé sur le capot plat du Jeep Wrangler noir, à côté de moi. La lourde pince en métal a gémi, puis s'est ouverte d'un coup sec. Le vent a soulevé l'épaisse pile de documents, éparpillant les premières pages sur l'asphalte gelé et humide. Je me moquais bien du désordre. Ce n'était pas mon problème. Mes 15 ans de conditionnement dans le renseignement ont poussé mes yeux à suivre automatiquement le texte noir en gras, sur les pages restantes, toujours épinglées au support. C'était le manifeste de sécurité principal. Les plannings logistiques internes, les mouvements des VIP, et les plans de table des invités, pour l'ensemble du banquet de départ à la retraite. Tout en haut, dans le coin droit, tamponné à l'encre rouge épaisse, se trouvait la signature d'approbation finale. Colonel Daniel Reed. Je me suis approché du capot de la Jeep, mes bottes crissant sur un morceau de gravier. Le vent s'est calmé juste assez, pour que les lourdes pages se stabilisent. J'ai baissé les yeux vers le bas de la dernière feuille, juste sous la liste d'accès VIP. C'était là, écrit au stylo à billes noires, de façon épaisse et nette. L'écriture agressive et indubitable de mon père. Il ne s'était pas contenté de rayer mon nom avec désinvolture. Il avait appuyé si fort, que le stylo avait creusé un sillon profond et permanent dans le papier, manquant de déchirer la feuille blanche. L'encre s'accumulait, lourde et sombre, à la fin de la ligne. En dessous du nom rayé, il avait rédigé une note manuscrite directe, destinée à l'équipe de sécurité. Il l'avait souligné 2 fois. Retirez Julia Reed de toutes les listes d'accès aux portes. Refusez-lui absolument l'entrée. Elle ne doit pas apparaître et distraire l'attention de Michael ce soir. C'est sa scène à lui. J'ai cessé de respirer. L'air froid de Virginie dans mes poumons est devenu complètement vicié. J'ai fixé l'épaisse encre noire. Ce n'était pas une erreur administrative. Ce n'était pas un malentendu avec le personnel de l'événement. Ce n'était pas mon père, trop occupé, qui avait oublié d'ajouter un accompagnant à la liste principale des invités. Il ne m'avait pas simplement écarté avec désinvolture, dans le feu de l'action. Il s'était assis à son lourd bureau en chêne. Il avait pris un stylo, et il avait méthodiquement, froidement et brutalement orchestré, mon humiliation la plus totale. Il avait planifié mon exclusion, comme un commandant déminant un champ de bataille, pour faire place à un défilé de la victoire. Il voulait spécifiquement que je me pointe, dans le froid. Il voulait que je m'avance jusqu'à la grille, dans mon manteau civil, que je tende ma carte d'identité, et que je sois publiquement refoulé par un garde subalterne, sous les yeux de tous ses copains militaires. Il voulait me briser. Il voulait s'assurer que je sache exactement à quel point je n'avais aucune valeur, comparé à Michael, le garçon en or. Mon cœur ne s'est pas emballé. Il a fait l'exact opposé. Le rythme lourd et saccadé dans ma poitrine s'est ralenti. Un battement, une longue pause mortelle, puis un autre battement. La douleur pathétique et persistante dans ma poitrine, cette minuscule partie de moi, meurtrie et désespérée, qui voulait encore que son père la regarde pour lui dire « beau travail », a fini par s'éteindre avec un électrocardiogramme plat. Elle avait complètement disparu. Morte à l'arrivée. J'ai senti une bouffée d'air glacial me traverser la colonne vertébrale.
Les narcissiques adorent pratiquer le détournement cognitif. Ils adorent vous regarder droit dans les yeux, après vous avoir étripé, pour vous dire « tu réagis de manière excessive ». Je ne l'ai jamais pensé de cette façon. Tu es juste trop sensible. Ils comptent sur votre absence de preuves. Ils comptent sur votre besoin désespéré de leur amour, pour vous faire douter de votre propre santé mentale. Ils remuent le couteau dans la plaie, puis vous convainquent que vous êtes tombé dessus toute seule. Mais juste là, posé sur le capot poussiéreux d'un Jeep Wrangler, j'avais les justificatifs. Le papier, l'encre, l'intention. Je n'ai pas arraché le papier du porte-bloc. Je n'ai pas crié dans le parking sombre et vide. Je n'ai pas donné un coup de poing dans la portière en acier de la Jeep, pour m'y fracasser les jointures. J'ai glissé la main dans mon manteau, et j'ai sorti mon smartphone. Clic, le déclencheur de l'appareil photo a résonné, fort et sec, dans le parking silencieux. J'ai pris 3 photos parfaitement claires, en haute résolution, du manifeste de sécurité. Je me suis assuré que le flash capte parfaitement, le tampon rouge d'approbation et l'écriture noire. J'ai zoomé sur le double soulignement. J'ai glissé le téléphone dans ma poche. Le contrat de sang était définitivement résilié. Ils avaient compté sur mon silence pendant 15 ans. Ils avaient compté sur mon habitude d'encaisser les coups, de supporter la douleur, et de m'éloigner discrètement pour lécher mes blessures dans le noir, pendant qu'ils encaissaient mes chèques. Ils pensaient que l'employé de bureau invisible allait simplement s'asseoir dans sa berline bon marché, pleurer sur son volant, et retourner à Fort Meade, vaincu. Ils avaient tout faux. Le concept même de famille est mort, à la seconde exacte où ce déclencheur a cliqué. La femme qui se tenait dans ce parking n'était plus une fille rejetée, mendiant des miettes à table. Elle était vice-amirale, du commandement des opérations spéciales interarmées, et elle était prête à exécuter une prise de contrôle hostile. Le lourd téléphone satellite crypté, au fond de ma poche, a vibré contre ma cuisse. 2 impulsions courtes et sèches. 2 décharges de vibrations, courtes et sèches. Le lourd téléphone satellite crypté du JSOC a bourdonné contre ma cuisse droite. C'était un bloc dense, fait de polycarbonate noir et de caoutchouc militaire renforcé. Il n'émettait pas un bip civil et amical. Il ne jouait pas une sonnerie standard. Il délivrait une secousse physique, dure et violente, contre ma jambe. J'ai sorti la main de la poche de mon manteau. Le vent glacial de l'Atlantique a immédiatement mordu mes jointures nues, rendant ma peau tendue et à vif. J'ai agrippé le lourd appareil, et je l'ai sorti dans l'obscurité. Le petit écran encastré s'est allumé. Il a projeté une lueur verte, pâle et froide, sur mon visage, se reflétant dans mes yeux. Ce n'était pas un réseau cellulaire standard. C'était une ligne de transmission sécurisée de niveau 1, contournant entièrement les antennes relais commerciales, rebondissant directement sur un satellite militaire classifié, en orbite dans le vide glacial de l'espace. Seule une poignée de personnes, dans l'hémisphère occidental, possédait le code de routage direct pour déclencher cet appareil spécifique. J'ai pressé mon pouce froid, contre le scanner biométrique situé sur le côté du boîtier épais. L'écran s'est déverrouillé. Un seul message texte attendait, dans la boîte de réception sécurisée. J'ai regardé l'identifiant de l'expéditeur. L'amiral Thomas Vance, commandant suprême du commandement des opérations spéciales interarmées. Un homme avec 4 étoiles d'argent épinglées à son col, et un torse couvert d'authentiques rubans de combat, imbibés de sang. C'était l'homme qui m'avait, littéralement, sorti de la boue. Le commandant qui avait regardé un officier de renseignement meurtri, épuisé et invisible, et qui lui avait tendu une épée. J'ai ouvert le message. Le texte était court. Il ne perdait pas de temps avec des amabilités, ou de douces introductions. Vance ne fonctionnait pas comme ça. Il s'exprimait en frappe d'artillerie. J'ai vu le registre de sécurité de la porte d'entrée. J'ai cessé de respirer, pendant une fraction de seconde. Bien sûr qu'il l'avait vu. Cet homme avait des yeux numériques, sur absolument chaque périmètre du pays. Il savait exactement, ce qui se passait sur le terrain à Norfolk. Nous savons qu'ils ont rayé votre nom, Julia. J'ai fixé le mot nous. Il n'a pas dit je. Il a dit nous. Le réseau, les opérateurs, la confrérie silencieuse tapis dans l'ombre. Il regardait. Le texte vert a continué de défiler, sur le petit écran lumineux. Écoutez-moi. Il y a 500 opérateurs d'élite, assis à l'intérieur de cette salle de réception en ce moment même.
Chacun de ces hommes sait exactement qui est son vrai commandant. Ils savent qui les maintient en vie, dans la boue. Ma gorge s'est serrée. Une boule dure et irrégulière s'est formée juste derrière ma clavicule. Je l'ai ravalée. Vous avez saigné dans l'ombre pour ce pays, bien assez longtemps. Vous avez laissé cette famille vous cacher dans l'obscurité, pour qu'ils puissent se sentir grands. Ne laissez pas ces escrocs voler votre lumière, ce soir. Franchissez ces portes d'entrée. Prenez votre place dans cette pièce. C'est un ordre direct. Un ordre direct. Ce n'était pas une suggestion polie. Ce n'était pas un conseil paternel chaleureux. C'était un commandement tactique, émanant de l'officier le plus haut gradé de ma chaîne de commandement. J'ai lu le texte verbal 2 fois. Les mots m'ont frappé, comme une véritable onde de choc physique. Une lourde chaîne en fer rouillé enroulée fermement autour de ma poitrine, celle que mon père biologique avait forgée il y a 15 ans, s'est soudainement brisée. Le dernier maillon a cédé, volant en éclats. Vance ne me donnait pas seulement la permission de me défendre. Il l'exigeait. Il me rappelait mon grade. Il me rappelait que j'avais des crocs. Je n'étais pas le pathétique bouc émissaire de la famille. Je n'étais pas le distributeur automatique de billets invisibles, censé financer les factures de bar de Michael. J'étais la vice-amiral Julia Reed. Je commandais l'appareil de renseignement le plus meurtrier, et le plus efficace, de la surface de la Terre. J'ai levé les yeux de l'écran lumineux. De l'autre côté de l'asphalte sombre et glacial, les immenses baies vitrées allant du sol au plafond de la salle de réception, brillaient d'une lumière jaune, chaude et maladive. Je pouvais voir les silhouettes floues des hauts gradés, se déplaçant à l'intérieur. Des hommes en costume sur mesure. Des femmes dans des robes hors de prix. Le bruit sourd et étouffé, des flûtes de champagne en cristal qui trinquaient, filtraient à travers le verre épais. Ils mangeaient des steaks préparés par un traiteur hors de prix, et ils riaient. Ils célébraient un héritage faux et creux, construit entièrement sur mes ossements enterrés. Si vous avez déjà vu votre lumière complètement éteinte par les personnes censées vous protéger, et que vous avez dû craquer votre propre allumette pour la rallumer dans l'obscurité, tapez le mot auprès dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous, car l'heure de la revanche a enfin sonné. J'ai baissé les yeux, vers l'appareil sécurisé reposant dans ma paume. Je n'ai pas tapé un long paragraphe émotionnel. Je ne l'ai pas remercié pour sa validation. J'ai tapé 2 mots, bien reçus. J'ai appuyé sur envoyer. La transmission a été cryptée instantanément, et s'est évanouie dans l'éther numérique. L'écran est devenu complètement noir. J'ai fourré le lourd téléphone, au fond de la poche de mon manteau. Ma posture physique a changé. L'avachissement civil avait disparu. Ma colonne vertébrale s'est redressée, comme une barre d'acier. Mes épaules ont roulé en arrière, se verrouillant dans un maintien militaire parfait et rigide. Le lourd fardeau de l'enfant rejeté a disparu, remplacé instantanément par l'immobilité froide et calculée, d'un prédateur sur une piste. Je me suis détourné du Jeep Wrangler. J'ai parcouru 3 rangées, mes talons claquant sur le trottoir selon un rythme régulier, impitoyable. Je me suis arrêté devant le pare-chocs arrière de ma berline civile, bon marché et quelconque. La couverture parfaite de l'anonymat total. J'ai plongé la main dans ma poche, et j'ai sorti mes clés de voiture en métal. Il y avait une lourde housse à vêtements en toile, enfermée dans ce coffre. Je l'avais volontairement enfouie dans l'obscurité. Je l'avais gardée cachée dans le coffre, spécifiquement pour protéger l'ego fragile et pathétique de mon père. Je ne voulais pas entrer, et le surpasser en grade, le soir de sa cérémonie spéciale de départ à la retraite. J'étais prête à m'asseoir tranquillement au dernier rang, et à le laisser savourer sa gloire. Mais le contrat était mort. La clémence s'était envolée. J'ai enfoncé la clé en métal, dans la serrure rouillée du coffre. Je l'ai agrippée, et je l'ai tournée fermement. Le lourd loquet a sauté, dans un claquement métallique sec et violent. Il était temps de sortir l'artillerie lourde pour le dîner. Les charnières rouillées du coffre ont gémi dans le froid glacial, alors que je poussais le couvercle pour l'ouvrir. La petite ampoule du coffre a vacillé, projetant une faible lueur jaune sur une roue de secours, une clé en croix sale, et une lourde housse à vêtements en toile noire. J'ai attrapé l'épaisse fermeture éclair en métal, à la base du sac. Zip. Le son strident a tranché, directement à travers le vent hurlant de Virginie. J'ai écarté la toile épaisse. Suspendu à l'intérieur, protégé de la saleté et de la graisse, se trouvait mon uniforme blanc de cérémonie de la Navy.
parfait, impeccable. Pas un seul pli de travers. Il brillait presque dans l'obscurité. J'ai levé les mains, et j'ai déboutonné le trench coat civil bon marché de couleur ocre, que je portais. Je l'ai retiré de mes épaules, et je l'ai laissé tomber, à même l'asphalte glacial et taché d'huile. Je me fichais bien qu'il soit abîmé. Ce manteau était un déguisement. C'était le pathétique costume invisible, de la fille inutile que mon père s'attendait à ce que je sois. C'était la peau du bouc émissaire de la famille. Je l'ai laissé dans la saleté, là où était sa place. J'ai retiré la lourde tunique blanche, de son cintre en plastique. J'ai glissé mes bras dans les manches. Le tissu était rigide, immaculé. À la seconde où elle s'est posée sur mes épaules, le vent mordant a cessé d'avoir un effet sur ma peau. C'était comme si un mécanisme de verrouillage s'enclenchait autour de mes côtes. Une coquille de titane massif, enveloppant ma poitrine. J'ai descendu mes mains nues et glacées, vers les lourds boutons en laiton qui bordaient l'avant de la tunique. Je ne me suis pas précipité. J'ai fixé chaque bouton, d'un coup sec et précis. Mes doigts bougeaient avec la mémoire musculaire rigide et mécanique, d'un tireur chargeant des balles de 5,56, dans un chargeur neuf. Clic, clic, clic. Chaque claquement était un avis d'expulsion permanent. J'ai attaché le col rigide, serré autour de mon cou. Ça, c'était pour Michael. C'était pour son eau de Cologne bon marché et étouffante, et pour son petit chuchotement pathétique me disant de rentrer chez moi. J'ai plongé la main dans la pochette latérale du sac en toile, et j'ai sorti mes barrettes de décoration. J'ai aligné les épingles métalliques acérées avec les trous renforcés sur mon sein gauche, juste au-dessus de mon cœur. Je les ai poussées à travers le tissu, et j'ai verrouillé fermement les attaches. La médaille du service supérieur de la défense, la mention élogieuse du service interarmé. Des rangées de couleurs gagnées dans la boue classifiée, payées par une hypertension artérielle, des signes vitaux en chute libre, et des saignements de nez, dans des salles cives glaciales. J'ai verrouillé le dernier fermoir. Ça, c'était pour ma mère. C'était pour la femme qui avait ouvert le robinet de la cuisine à fond, afin de noyer le bruit de mon père, écrasant mon habilitation du Pentagone sous sa botte de combat. J'ai plongé la main dans le sac, une dernière fois. Mes doigts ont effleuré une petite boîte en velours usé. Je l'ai sortie. La charnière s'est ouverte d'un coup sec. Posés sur le feutre bleu foncé, se trouvaient 2 jeux d'insignes de colle. En argent massif. 3 étoiles. Je les ai sortis. Le métal était glacial contre le bout de mes doigts. Ils ont capté l'éclat cru des projecteurs du parking, brillant d'un éclat froid et impitoyable. Je les ai positionnés parfaitement, sur mes épaulettes. J'ai enfoncé les lourdes épingles à travers l'épais tissu blanc, les verrouillant en place. Le poids physique de ces 3 étoiles d'argent pesait sur mes clavicules. Elles étaient lourdes. Elles portaient le poids de la note tachée de sang, du premier maître Miller. Elles portaient la vie des 12 cils qui avaient pu rentrer chez eux, retrouver leurs enfants. Elles portaient la vérité brute et laide, de ce qu'il faut vraiment pour permettre à ce pays de respirer. Mon père était un colonel, un aigle posé sur son épaule. Il pensait que cet oiseau faisait de lui un dieu. Il pensait qu'il possédait l'armée. Il pensait qu'il me possédait. 3 étoiles faisaient de moi une vice-amiral. Je ne le surpassais pas seulement en grade. J'existais dans une stratosphère entièrement différente, des forces armées des États-Unis. Un colonel répond à un général. Une vice-amirale commande les généraux. Il ne pouvait même pas entrer dans la même installation opérationnelle que moi, sans une autorisation écrite préalable. Épingler ces étoiles sur mes épaules n'était pas seulement enfiler un uniforme. C'était signer l'arrêt de mort de l'héritage faux et creux, de la famille Reed. J'ai plongé la main dans le coffre, et j'ai sorti ma casquette blanche d'officier. Je l'ai placée bien droite sur ma tête. J'ai rabattu la visière noire et rigide juste assez, pour projeter une ombre nette et sombre sur la moitié supérieure de mon visage. Mes yeux étaient complètement cachés dans l'obscurité. J'ai regardé mon reflet, dans le rétroviseur latéral de la berline. La petite fille effrayée, qui s'asseyait au bout de la table de la salle à manger, en priant pour que son père la regarde juste 2 secondes, avait disparu. Elle était complètement morte. Celle qui me dévisageait en retour, c'était la vice-amirale Julia Reed, la femme qui tenait en laisse le réseau de renseignement le plus meurtrier de la planète. Je me suis éloigné de la voiture. J'ai attrapé le lourd couvercle en acier du coffre, et je l'ai claqué. Bang!
Le son a résonné sur l'asphalte vide, comme un coup de feu. J'ai tourné le dos au parking. Je n'ai pas couru. Je ne me suis pas précipité. J'ai marché d'un pas lent, mesuré, absolument délibéré. Mes chaussures de cérémonie noires, parfaitement cirées, frappaient le trottoir avec le rythme lourd et inévitable d'une tempête en approche. 50 mètres, 40, 30. Je pouvais entendre le son étouffé d'un orchestre de jazz, jouant à l'intérieur. Je pouvais entendre le tintement des verres en cristal. J'ai gravi les marches en béton. Je me suis arrêté, pile devant les immenses et lourdes portes en chêne, de la salle de réception. J'ai tendu la main, et j'ai attrapé les poignées en laiton. Les lourdes poignées en laiton des doubles portes en chêne, étaient glaciales contre mes paumes nues. Je les ai serrées fort. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas attendu une pause polie, dans le programme prévu. À l'intérieur de la grande salle de banquet, l'immense mensonge atteignait son apogée. Même à travers le bois massif et épais, je pouvais entendre le maître de cérémonie, dont la voix résonnait sur le système de sonorisation haut de gamme. C'était un capitaine à la retraite, un homme qui aimait le son de sa propre voix, et le goût de l'alcool hors de prix de mon père. Nous sommes réunis ce soir pour honorer la longue et brillante carrière du colonel Daniel Reed, tonna la voix, dégoulinante d'une révérence artificielle. Mais le colonel sera le tout premier à vous dire que sa plus grande fierté n'est pas son propre service. C'est son fils, Michael. Un jeune homme qui illustre ce qu'il y a de meilleur en matière de logistique au sein de la Navy. Un véritable gardien du front intérieur. Levons nos verres à l'héritage de la famille Reed. J'ai poussé fort. J'ai projeté tout le poids de mon corps vers l'avant, verrouillant mes épaules, enfonçant les talons de mes chaussures cirées dans le béton. Bam! Les lourdes portes en chêne se sont ouvertes à la volée. Les épaisses charnières en métal ont gémi, résistant pendant une fraction de seconde, avant de hurler leur défaite. Le bois lourd s'est violemment abattu contre les murs de pierre du hall. Le son était un claquement sec, creux et assourdissant. Cela résonnait exactement comme un fusil de sniper, tirant à l'intérieur d'un bunker en béton fermé. Le maître de cérémonie a tressailli brusquement. Sa voix s'est coupée instantanément. Une explosion aiguë et agressive de l'arsène a hurlé dans les immenses haut-parleurs, faisant visiblement grimacer les invités du premier rang, qui se sont bouchés les oreilles. 500 têtes se sont tournées vers le fond de la pièce, dans un ensemble parfait. J'ai franchi le seuil. La salle de réception était une vaste mer de costumes de créateurs hors de prix, de robes de soirée scintillantes, et d'uniformes militaires de cérémonie parfaitement repassés. D'immenses lustres en cristal pendaient du plafond voûté, projetant une lumière jaune, chaude et riche, sur les nappes blanches immaculées et les couverts en argent massif. L'air sentait la côte de bœuf rôti, le parfum hors de prix, et la vieille fortune. Je n'ai pas regardé la foule. J'ai gardé les yeux fixés droit devant, regardant directement l'estrade en bois surélevé. J'ai marché sur l'épais tapis cramoisi, de l'allée centrale. Clac. Ma chaussure de cérémonie noire et cirée, a frappé le sol sous le tapis. Clac. Le silence dans la pièce est devenu absolu. C'était un silence lourd, étouffant. On pouvait entendre le faible bourdonnement mécanique, des unités de climatisation industrielle. La foule fixait. Ils s'attendaient à voir un intrus ivre. Ils s'attendaient à une erreur du traiteur. Ils ont vu une femme seule, dans un uniforme blanc immaculé de la Navy, marchant seule. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils regardaient. Pas encore. J'ai continué à marcher. Lentement, délibérément, mortellement. Ma colonne vertébrale était une barre d'acier rigide. Mes mains étaient parfaitement alignées le long de mon corps, mes pouces reposant exactement sur les coutures. Alors que je dépassais la 3e rangée de tables, l'angle de la lumière du lustre au-dessus de moi a changé. Les ampoules éblouissantes ont frappé le métal argenté massif, épinglé sur mes lourdes épaulettes. 3 étoiles. Les murmures ont commencé. Un sifflement sourd, confus, frôlant la panique, s'est propagé rapidement dans les rangées du fond. Des colonels et des majors ont plissé les yeux, se penchant en avant dans leurs chaises en velours, essayant désespérément de donner un sens à cette géométrie. Une femme d'une 30aine d'années, marchant avec la posture froide et mesurée d'un superprédateur, arborant le grade de vice-amiral. Ça leur a court-circuité le cerveau. Cela défiait complètement la hiérarchie nette, confortable et dominée par les hommes de l'empire familial Reed, qu'ils avaient vénéré toute la soirée. J'ai continué à marcher.
La chaleur étouffante de la pièce m'a frappé au visage, mais mon expression est restée complètement de marbre. J'ai atteint la 5e rangée, la section VIP. Une ombre massive et imposante s'est soudainement arrachée d'une chaise, sur le côté droit de l'allée. Le premier maître Miller. Il ne s'est pas levé poliment. Il s'est propulsé vers le haut, comme un ressort d'acier bandé. C'était un char d'assaut humain, fourré dans un uniforme bleu de cérémonie trop serré. Le côté gauche de son visage était une carte brutale de cicatrices de brûlures en dents de scie et brillantes. Ses yeux étaient injectés de sang, complètement dépourvus de la fausse étiquette sociale et polie, que cette pièce exigeait. Il avait passé 20 bonnes années, à chasser des hommes violents dans l'obscurité totale. Il a instantanément reconnu l'autre super-prédateur dans la pièce. Miller a claqué ses lourdes bottes de combat l'une contre l'autre. Le son fut un claquement sec et agressif, qui a résonné contre le haut plafond. Il a aspiré une énorme goulée d'air. Son visage balafré a tressailli. Il a ouvert la bouche, et la voix d'une véritable bête de guerre déchaînée a déchiré la salle silencieuse. Vice-amiral sur le pont. Garde à vous. Sa voix ne s'est pas contentée de porter. Elle a arraché l'oxygène de l'air. Elle sentait la poudre à canon, et l'adrénaline pure. Elle a fracassé la réalité polie, fragile et factice de ce dîner de retraite, en 1 million d'éclats dentelés. Fracas. Ce n'était pas un lever dispersé et poli d'invités. C'était un tremblement de terre localisé. 500 opérateurs Navy SEAL, spécialistes de niveau 1, et vétérans de combat aguerris, n'ont pas hésité une seule fraction de seconde. Ils ont réagi à l'ordre du premier maître, avec une mémoire musculaire pure et violemment ancrée. Les lourdes chaises de salle à manger en bois ont raclé violemment vers l'arrière, contre le sol en marbre. Un crissement assourdissant et chaotique, de bois et de pierre. 500 paires de bottes militaires cirées ont frappé le sol simultanément. Boum. Le sol a physiquement tremblé sous mes pieds. Les flûtes de champagne en cristal ont vibré violemment sur les tables. 500 mains droites se sont levées d'un coup sec, dans une synchronisation parfaite, rigide et sans faille. Le bout de leurs doigts a touché le bord de leurs sourcils. 500 tueurs mortels debout, dans une révérence d'un silence de mort absolue, tenant un salut parfait dirigé entièrement vers moi. Sur l'estrade, le maître de cérémonie fixait la scène, la bouche grande ouverte. Ses doigts sont devenus complètement engourdis. Le microphone a glissé directement de sa main. Il a percuté le plancher en bois de l'estrade avec un bruit sourd, fort et affreux, suivi d'un hurlement aigu de Larsen. Personne n'a bougé pour le ramasser. Je n'ai pas arrêté de marcher. J'ai dépassé le mur d'hommes au garde à vous. J'ai senti la chaleur irradiée, de leur corps massif. J'ai ressenti le poids lourd et écrasant, de leur loyauté absolue. J'ai atteint l'avant de la pièce, le bord de la scène. Mon père se tenait juste derrière le pupitre en bois. Il tenait un grand verre en cristal, rempli d'un vin rouge hors de prix. Il avait le torse bombé à peine quelques secondes plus tôt, prêt à boire à la santé de son fils chéri. Maintenant, son visage avait la couleur de la cendre sale. Tout le sang s'était complètement vidé de ses joues. Sa mâchoire pendait. Ses yeux écarquillés étaient fixés, avec une terreur absolue et paralysante, sur les 3 étoiles d'argent reposant lourdement sur mes épaules. Sa main a commencé à trembler. Pas un léger tremblement nerveux, un spasme violent, incontrôlable, de pur choc. Le verre de vin s'est incliné dans sa main. Le liquide rouge sombre a débordé du bord en cristal. Il s'est déversé, éclaboussant l'estrade en bois poli. Cela ressemblait exactement à du sang frais. Ça a coulé le long de ses chaussures de cérémonie noires et brillantes, ruinant le cuir hors de prix. Il ne l'a même pas remarqué. Son cerveau ne parvenait pas à assimiler le fait brutal, que la fille qu'il avait jetée comme un vulgaire déchet, venait de revenir en tant que divinité. Il ne pouvait pas m'outrepasser en grade. Il ne pouvait pas m'ordonner de partir. Je le possédais, lui et Michael. Michael se tenait à moins d'1 mètre de mon père. Le costume de créateur sur mesure ressemblait soudain à un déguisement d'Halloween pathétique et bon marché. Le sourire en coin arrogant et intouchable avait disparu. Fracassé. Entièrement effacé de son visage lisse. Il a fait un pas maladroit et paniqué en arrière, désespéré d'échapper à mon regard mort. Le bout de son mocassin italien hors de prix a accroché le bord épais du tapis de la scène. Il a trébuché lourdement. Ses bras ont battu follement l'air, comme un homme en train de se noyer.
Il s'est écrasé violemment contre le côté du pupitre, s'agrippant désespérément au bois poli, pour éviter de tomber à la renverse devant l'ensemble de l'appareil militaire des États-Unis. Son aura était complètement dépouillée. Nu. Debout devant 500 véritables héros de guerre en chair et en os, Michael a enfin réalisé ce qu'il était vraiment. Un jouet en plastique, une fraude creuse et pathétique. Je me tenais au pied de la scène. J'ai levé les yeux vers eux deux. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas exigé d'excuses rampantes. Je n'ai pas expliqué mon grade, ni justifié mon existence. Je n'ai dit un seul mot, à aucun des deux. Ils ne méritaient pas le son de ma voix. Le silence lourd et étouffant, était une exécution bien plus brutale. J'ai tourné le dos à la scène. Je me suis dirigé vers la table VIP centrale, située en plein milieu du tout premier rang, le siège réservé à l'invité d'honneur suprême. Le siège exact, que mon père avait spécifiquement ordonné à la sécurité de me refuser. J'ai attrapé le dossier de la lourde chaise en bois. Je l'ai tiré sur le sol en marbre. Je me suis assise. Le trône avait officiellement changé de main. Le reste de la cérémonie de retraite a ressemblé à un enterrement. Les acclamations bruyantes et odieuses étaient complètement mortes. Le tintement des verres en cristal s'est arrêté. La fanfare dans le coin a rangé ses cuivres, et s'est éclipsée discrètement par la porte de côté. Les gens parlaient en chuchotements étouffés et nerveux. Les hauts gradés, ces mêmes colonels et majors qui avaient détourné le regard à la barrière de sécurité, évitaient désormais activement de croiser le regard de mon père. Ils le traitaient comme s'il était infecté par une maladie en phase terminale. Au lieu de cela, chaque paire d'yeux dans cette pièce était fixé sur la table VIP centrale. Fixé sur moi. L'amiral Vance n'a pas envoyé de remplaçant. Il a descendu l'allée centrale, ses 4 étoiles d'argent accrochant la lumière des lustres. Il s'est arrêté juste devant ma chaise. Il n'a pas demandé après mon père. Il l'a complètement ignoré. Vance m'a tendu la main droite. Merci de maintenir nos frères en vie, vice-amiral, a dit Vance. Sa voix était forte, délibérée. Il s'est assuré que chaque personne dans cette pièce l'entende. Je me suis levé, et je lui ai serré la main, d'une poigne ferme, d'égal à égal. Dans ma vision périphérique, j'ai vu mon père. Il se tenait à 3 mètres de là, près du buffet. Sa hanche tremblait violemment, alors qu'il posait son verre de vin vide sur la table en bois. Clac, cliquetis. La base épaisse en cristal a cliqueté contre le bois. Il voulait s'approcher. Il voulait désespérément entrer dans le cercle du pouvoir, me taper sur l'épaule et faire semblant que c'était un moment de fierté familiale. Il ne le pouvait pas. La distance physique entre nous n'était que de 3 mètres, mais la distance opérationnelle était d'1 million de kilomètres. Il était complètement bloqué à l'extérieur. J'ai quitté la salle de réception avant que le dessert ne soit servi. Je n'avais pas besoin de rester pour les regarder se vider de leur sang. J'ai poussé les lourdes portes en chêne, et je suis sorti dans le long couloir moquetté. Il était vide, silencieux. L'air sentait la fumée de cigarettes froides, provenant du patio fumeur à l'extérieur. J'ai plongé la main dans la poche de mon uniforme, j'ai sorti une cigarette, et je l'ai allumée. J'ai pris une taffe lente et profonde, laissant la nicotine âcre tapisser ma gorge. Des pas rapides et paniqués ont frappé la moquette derrière moi. Julia, attends. Je ne me suis pas retourné. J'ai lentement recraché un épais nuage de fumée grise vers le plafond. Michael a tourné le coin. Il avait une mine épouvantable. Son costume de créateur était froissé. Sa cravate en soie hors de prix était desserrée, de façon négligée autour de son cou. L'assurance factice du garçon en or avait complètement disparu, remplacée par l'énergie désespérée et frénétique d'un rat acculé. Il s'est arrêté à quelques mètres. Il a physiquement voûté les épaules, se recroquevillant sur lui-même. Depuis combien de temps, a-t-il balbutié? Sa voix n'était qu'un sifflement aigu et fluet. Depuis combien de temps tu caches ça? Pourquoi ne nous as-tu pas simplement dit ce que tu étais? Pourquoi ne l'as-tu pas dit à papa? Il ne posait pas la question par inquiétude fraternelle. Il n'était pas blessé que j'ai gardé un secret. Il était terrifié. Il fixait les 3 étoiles sur mes épaules, et faisait les calculs brutaux dans sa tête. La sœur qu'il avait traitée comme un chien errant. La sœur qu'il avait harcelée pour l'argent du loyer, pouvait claquer des doigts et faire vaporiser toute sa pathétique carrière dans la logistique de la Navy, d'ici le matin même. Je me suis retourné. Je l'ai regardé.
Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti le désir brûlant de lui hurler au visage. Je n'ai absolument rien ressenti. Juste la pitié froide et stérile, qu'une botte ressent pour l'insecte sur lequel elle s'apprête à marcher. 15 ans, ai-je dit. Ma voix était totalement atone. Michael a tressailli, comme si je l'avais frappé avec un pied de biche. J'ai pris une autre taffe de ma cigarette. Je me suis approché de lui. Il a pratiquement pressé son dos contre le papier peint à fleurs, du couloir. 15 ans dans l'ombre, ai-je continué, gardant la voix basse. Juste assez longtemps pour que tu commences réellement à croire à tes propres mensonges, assez longtemps pour que tu penses avoir vraiment mérité, ces médailles en plastique et cette fausse Rolex. Julia, allez. Nous sommes la famille. Si je n'avais pas personnellement effacé tes dossiers logistiques des serveurs du JSOC chaque trimestre, les jeux coupés, ma voix baissant d'une octave, tu aurais été traduit en cour martiale pour incompétence grave, il y a une décennie. Tu n'es rien, Michael. Tu es un fantôme portant un uniforme. La mâchoire de Michael a tremblé. Il a levé les bras, s'est couvert le visage des deux mains, et s'est affaissé lourdement contre le mur. La colonne vertébrale du garçon en or s'était officiellement brisée. Je me suis détourné de lui, et j'ai marché vers la sortie. Julia. Une autre voix, plus vieille, plus lourde, plus rauque. Je me suis arrêté. Le colonel Daniel Reed se tenait au bout du couloir. Le patriarche tyrannique, l'homme qui avait dicté les conditions de mon existence entière. Il avait l'air vieux. Le tranchant vif et agressif avait complètement disparu de sa posture. Ses épaules étaient affaissées. Sa poitrine était creuse. Il a fait un pas lent et lourd, vers moi. Il a ouvert la bouche. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Il essayait de trouver le bon ton. Le père strict, l'officier commandant, le parent incompris. Il essayait de trouver la combinaison spécifique, de détournement cognitif et d'autorité, qui avait fonctionné sur moi pendant 33 ans. Mais ensuite, ses yeux sont descendus sur mes épaules. Les 3 étoiles d'argent ont accroché la faible lumière du couloir. Les mots sont morts dans sa gorge. Le silence a pesé sur lui, lui écrasant la trachée. Il a réalisé à ce moment précis, qu'il n'avait aucun levier, aucune emprise financière, aucune emprise émotionnelle, aucune emprise militaire. Je contrôlais l'échiquier tout entier. 10 secondes se sont écoulées. 20. Lentement, douloureusement, le grand colonel Reed a baissé la tête. Son menton est tombé vers sa poitrine. Il a hoché la tête. Un seul hochement de tête, vaincu et humilié. Une reddition absolue et inconditionnelle, face à la fille qu'il avait jetée. J'ai laissé tomber ma cigarette sur la moquette hors de prix. Je l'ai écrasée avec le talon de ma chaussure noire cirée. Je ne lui ai pas rendu son signe de tête. J'ai poussé les portes vitrées de la sortie, et je suis sorti dans la nuit froide et sombre de Virginie. 6 mois plus tard, j'ai conduit mon lourd SUV, dans l'allée en béton fissurée de la maison de Norfolk. Je n'avais pas appelé à l'avance. Je n'avais pas demandé la permission. J'ai coupé le contact. L'odeur lourde et familière, du charbon de bois Kingsford qui brûle, et de la douce sauce barbecue au Carrier, flottait dans l'air épais du dimanche. C'était une odeur qui, autrefois, signifiait l'isolement. Maintenant, elle ne signifiait absolument rien. J'ai poussé la porte d'entrée. La vieille énergie étouffante et dominatrice, de la famille Reed, était complètement morte. La maison semblait incroyablement petite, silencieuse. Ma mère se tenait près de l'îlot de cuisine. Elle a failli laisser tomber une lourde assiette en céramique, quand elle m'a vu debout dans l'entrée. Elle a attrapé un chiffon humide, et a frénétiquement essuyé un plan de travail en granit parfaitement propre, refusant de croiser mon regard. Mon père a entendu le lourd cliquetis de la porte d'entrée. Il a bondi de son fauteuil inclinable en cuir usé, dans le salon, comme un simple soldat surpris en train de dormir pendant son tour de garde. Il s'est précipité vers la table à manger en chêne, et a tiré une lourde chaise en bois pour moi. Sa posture était rigide, pantalon kaki rentré dans le polo, soumise. Il n'accueillait pas sa fille. Il cédait l'espace, à un officier général 3 étoiles. Il se soumettait à mon grade, pas à mon sang. Je ne me suis pas assise immédiatement. J'ai marché vers la grande vitrine en chêne, posée dans le coin du salon. Le trophée de football en plastique bon marché avait entièrement disparu,
banni dans une boîte en carton sombre et humide, dans le garage. La mention élogieuse encadrée de la logistique d'entrepôt de Michael avait disparu du mur. À la place, posée en plein centre sur l'étagère en verre supérieur, baignée dans l'éclat direct d'une chaude ampoule halogène, se trouvait une boîte de présentation personnalisée en acajou. À l'intérieur, reposait une réplique parfaite de ma médaille du service supérieur de la défense, épinglée juste à côté d'un insigne de vice-amiral en argent. Ils avaient construit un tout nouvel hôtel. Ils essayaient désespérément de se rattacher à ma réussite militaire, essayant de maintenir leur fragile illusion d'une grande famille militaire patriotique. C'était pathétique. Je me suis retourné. Michael était assis à l'autre bout, de la longue table à manger. Il portait un t-shirt gris délavé. La Rolex en or bicolore n'était nulle part en vue. Il gardait la tête baissée de manière agressive, coupant un morceau de steak brûlé avec un couteau à viande dentelée. La lame raclait bruyamment contre l'assiette en porcelaine. Il n'a pas levé les yeux. Il n'a pas dit un seul mot. Le garçon en or, bruyant et arrogant, était complètement écrasé sous le poids lourd de sa propre médiocrité avérée. Je me suis finalement assise. Le dîner a été d'un silence angoissant. Le seul son était le tintement aigu des fourchettes en argent. Mon père s'est raclé la gorge. Il a posé sa bouteille de bière locale sur un sous-verre. Il a essayé de me poser des questions sur les blocus navals et la stratégie géopolitique dans le Pacifique. Il utilisait une terminologie militaire formelle et rigide. Il se penchait en avant, essayant de parler d'égal à égal, essayant de trouver un terrain d'entente. Mais il parlait avec l'hésitation nerveuse et bégayante d'un officier subalterne demandant à un supérieur la permission de parler. Il était complètement dépouillé de ses armes. Je lui ai répondu. Ma voix était polie, brève, et incroyablement distante. Je ne lui ai absolument rien donné à exploiter. Aucune chaleur, aucune colère. Assise là, à les regarder tous les trois manger leur steak dans un silence craintif, une vérité froide et dure s'est finalement installée, au fond de ma poitrine. Ils n'avaient pas changé, parce qu'ils avaient réalisé qu'ils étaient cruels. Ils n'avaient pas soudainement appris à m'aimer, après m'avoir traité comme de la saleté pendant 15 ans. Ils avaient changé de comportement, parce que j'étais devenue plus puissante qu'eux. Ils respectaient le grade. Ils respectaient l'autorité. Et à la seconde exacte où j'ai véritablement accepté cette laide réalité, la colère restante à l'intérieur de ma poitrine s'est simplement évaporée dans les airs. Il n'y avait absolument plus rien, pourquoi se battre ici? Je ne suis pas resté pour le dessert. Je me suis levé, j'ai franchi la porte d'entrée, je suis monté dans ma voiture, et je suis parti. Je me suis inséré sur la sombre autoroute de Virginie. Le vent froid de la nuit se heurtait violemment contre la vitre épaisse de ma portière. Les pneus bourdonnaient sur l'asphalte. J'ai regardé dans le rétroviseur. La maison s'est rapidement estompée, complètement engloutie par le contour noir des arbres de banlieue. La petite fille désespérée qui s'asseyait dans cette maison, affamée d'une miette de validation, était morte. Elle est restée dans la poussière. La femme qui tenait le volant était la seule architecte de sa propre survie. La plus grande guérison ne vient pas en forçant vos agresseurs à vous présenter des excuses. Elle vient en marchant dans les flammes, en forgeant votre propre épée, et en construisant une forteresse si incroyablement haute, que personne partageant votre nom de famille ne pourra plus jamais vous atteindre. Mon histoire s'arrête ici. Si vous avez déjà trouvé une part de vous-même, dans ce genre de survie silencieuse et brutale, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et laissez un commentaire ci-dessous, pour partager exactement comment vous avez forgé votre propre armure. Afin de surmonter le traumatisme d'une famille toxique. Je veux lire vos histoires.